Merci, bon matin. J'espère que Merci. tout le monde va bien. Il est 9h15, c'est tôt pour tout le monde, autant pour écouter que pour présenter. Si les personnes qui ont la possibilité de laisser votre caméra ouverte, je vous encourage vraiment à le faire. C'est toujours agréable, plus agréable d'interagir avec des visages. On peut comprendre que ce n'est pas possible pour tout le monde, par contre. Je vais commencer avec le partage d'écran pour notre présentation. Donc, merci Olivier pour ce moment. Euh, Comme Olivier a mentionné, on va parler aujourd'hui de microagressions en contexte de dating LGBT2SQIA+. Donc, on va se concentrer majoritairement sur les expériences des hommes cis-trans ARSA. Et nous sommes là de la part d'Interligne. Rapidement, donc, je suis Mireille, j'utilise les pronoms elle et les accords au féminin. Et comme Olivier l'a mentionné, je suis à la coordination de l'intervention clinique chez Interligne. Et bonjour. En ce qui me concerne, comme Olivier l'a dit, je m'appelle Guillaume et j'utilise les accords masculins, pronom il, et je suis à la coordination des communications chez Interligne. Et ça me fait vraiment plaisir d'être, je ne sais pas si pour toi Mireille aussi, là, mais d'être les premiers à présenter Oui. au sommet. C'est tout un honneur. Fait que bon matin à tout le Et monde. oui, et beaucoup de pression. Donc, on espère qu'on va être à la hauteur de cette première présentation. Oups! C'est toujours une diapo qui a un timer, puis j'oublie toujours d'enlever le timer sur cette diapo-là. Donc, oui, Interligne, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, Gay Écoute, s'appelle Interligne depuis maintenant presque 4 ans, si je ne m'abuse. Et nous sommes majoritairement une ligne d'écoute et de renseignement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone, clavardage, texto et courriel. Et depuis, vous entendez la porte sonner, donc je suis désolée de tout ça. Et donc, depuis quelques années, en fait, on vient d'avoir 41 ans. On a eu 40 ans en quarantaine et on malheureusement n'a pas pu le fêter, puis on espère pouvoir le faire bientôt. Mais depuis les dernières années, on a quand même beaucoup développé les programmes en dehors de l'intervention sur la ligne d'écoute. Et je vous invite vraiment à aller sur notre site web interligne.co pour découvrir la panoplie de ce qu'on offre. Et quelque chose qui pourrait vous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est, parce que c'est en lien avec notre présentation, ce sont nos programmes violence, donc notre plateforme Alix, alix.interligne.co, qui permet aux personnes de déclarer toute situation de violence et c'est spécifique aux personnes LGBTQ+. Notre clinique juridique gratuite aussi où on donne de l'information. Et en ce moment, avec la pandémie, ce qu'on fait, c'est qu'on vous demande de laisser un message et nous, on vous rappelle ensuite. En fait, une personne bénévole de la clinique, donc juriste ou futur juriste, va vous rappeler pour répondre à vos questions. Et également le projet Lexique 2 qui a été démarré par une association du Cégep de Sherbrooke et qu'on a continué, qui se spécialise sur la violence sexuelle vécue par les personnes LGBTQ+. Donc voilà, aujourd'hui, on va prendre un petit temps quand même pour définir les différents concepts qui sont en lien avec les microagressions, donc l'homophobie, transphobie, hétéro-cisnormativité, l'intersectionnalité et les violences LGBTQ-phobes intériorisées. On va parler des microagressions et de comment est-ce qu'elles se manifestent en contexte de dating pour les hommes des communautés de diversité sexuelle et de genre. En fait, il y a une période de questions qui est prévue à la fin. En même temps, on vous encourage vraiment à interagir plutôt tout au long de la formation ou de la conférence parce que c'est ce qui permet en fait de répondre le plus possible à vos besoins. Donc, je laisse la parole à Guillaume Oui. pour commencer avec les concepts. Oui, donc avant de se lancer directement dans les micro-agressions, on va commencer par les concepts de base qui vont nous aider à comprendre mieux ce qui s'en vient. Donc, à commencer par l'homophobie et la transphobie. Ce qu'on entend par homophobie, c'est vraiment une discrimination qui est portée sur une personne à cause de son orientation sexuelle. Donc, c'est une violence systémique, puis ça regroupe plein d'attitudes négatives, discriminatoires à l'égard d'une personne dont on perçoit ou en fait, que ce soit son orientation sexuelle réelle ou ce qu'on pense être son orientation sexuelle, ça, ben, ça peut être motif de discrimination.
Donc, on peut parler d'homophobie sous les termes de lesbophobie quand on parle précisément de lesbiennes, de gayphobie si on parle d'hommes gays ou de personnes non-binaires gays, ou de biphobie quand on parle de personnes bisexuelles. Donc, quand on dit là, que l'homophobie peut affecter toute personne dont l'apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de genre, c'est ça. On dit que même une personne hétérosexuelle, par exemple, peut vivre de l'homophobie parce qu'on pourrait croire que cette personne-là est gay, parce que cette personne-là, on pense qu'elle est lesbienne. Donc, on va avoir des comportements homophobes envers cette personne-là. Souvent, c'est quand le stéréotype de genre n'est pas respecté. Quand on parle d'un homme un peu plus raffiné que ce qu'on pourrait imaginer pour un homme hétérosexuel ou une fille qui est un peu plus tomboy, souvent, c'est des personnes qui vont vivre aussi de l'homophobie. Quand on parle de transphobie, donc, c'est vécu par les personnes trans, les personnes non-binaires. Donc, on parle vraiment d'une discrimination qui est portée sur l'identité de genre des personnes, qui est encore une fois réelle ou perçue. Donc, si on pense qu'une personne est trans, si on pense qu'une personne est non-binaire, on peut faire de la transphobie envers ces personnes-là. Mais évidemment, comme pour l'homophobie, la transphobie est beaucoup plus difficilement vécue par les personnes trans, les personnes non-binaires, dont, encore une fois, l'identité de genre ou l'expression de genre ne va pas correspondre aux stéréotypes. Donc, on les discrimine pour ça. Ensuite, on va parler d'hétéronormativité et de cisnormativité. Quand on parle d'hétéronormativité, c'est vraiment de porter l'hétérosexualité comme étant la norme, la seule chose valide, le modèle de vie que tout le monde devrait avoir. Et tout ce qui est en dehors de ça, si tu es en couple avec un autre homme, si tu es en couple avec une autre femme, tu n'es pas vraiment valide. Donc, on parle de discrimination hétérosexiste quand on parle des comportements, des actions qui sont discriminatoires envers les personnes des diversités sexuelles en lien, encore une fois, avec leur orientation sexuelle, parce que, dans le fond, on discrimine le fait que tu n'es pas en couple avec la bonne personne, ou avec le bon genre, ou avec le bon sexe. La cisnormativité, déjà, être cis, c'est le contraire de trans. Donc, une personne qui naît et que son identité de genre correspond avec son sexe assigné à la naissance, on va dire d'elle qu'elle est cis. Contrairement à une personne trans dont l'identité de genre ne va pas correspondre avec le sexe assigné à la naissance. Donc, quand on parle de cisnormativité, c'est vraiment présumer que la seule chose qui est valide, la seule chose qui est acceptable dans la société, c'est d'être cis. Donc, il n'y a pas de fluidité dans le genre qui est permise, il n'y a pas tu ne peux pas être trans, tu peux pas, si tu adhères vraiment à la cisnormativité, donc tu vas discriminer de façon cis-sexiste les personnes souvent trans et non-binaires. Donc, la cisnormativité porte atteinte aux personnes dont l'identité de genre est varie par rapport à la norme, entre gros guillemets. On peut passer à la prochaine. Quand on parle d'intersectionnalité, donc on parle vraiment de plusieurs axes d'oppression qui sont vécus par une personne. Par exemple, on parlait d'homophobie et de transphobie. Donc, l'homophobie discrimine sur la base de l'orientation sexuelle, la transphobie sur l'identité de genre. Si tu es une personne trans qui est aussi homosexuelle, là, tu vas cumuler deux axes d'oppression. Donc, tu as plus de vulnérabilité. Tu peux être une personne, par exemple, racisée, trans et homosexuelle. Et là, tu accumules encore des oppressions. Donc, on a le sexe, le genre, la classe, l'ethnicité, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle, qui peuvent être des axes d'oppression potentiels. Donc, ce concept-là nous amène à réfléchir, c'est que tu ne peux pas considérer le vécu d'une personne en isolant chacune de ces caractéristiques-là. Il faut vraiment considérer l'ensemble de ces axes d'oppression-là au complet pour pouvoir considérer le vécu de la personne. Donc, une personne a vraiment un vécu unique et c'est relatif à sa réalité et à tous les facteurs de vulnérabilité qu'elle a. Donc, ce concept-là nous permet aussi de comprendre qu'on peut être une minorité à l'intérieur même d'une minorité. Tu sais, par exemple, moi, je suis un Harsa, un homme gay.
Donc, je suis déjà une minorité dans la société parce qu'on ne représente pas beaucoup de pourcentage de la population. Par contre, je suis blanc, donc je fais quand même partie de la majorité à l'intérieur de la communauté gay. Si, par contre, j'étais racisé, là, je ferais partie d'une autre minorité à l'intérieur de la minorité LGBTQ+. Et donc, c'est ça qu'on entend quand on dit être une minorité dans une minorité. Et là, plus on cumule des facteurs d'oppression, plus on peut être une minorité dans différentes minorités. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'au Québec, souvent, les personnes peuvent être doublement marginalisées à cause de ça. Par exemple, encore une fois, si je venais d'une famille catholique très orthodoxe, je pourrais être rejeté de ma famille parce que je suis gay. Donc, un type de marginalisation. Et là, quand j'arrive dans la communauté gay, par exemple, là, évidemment, l'exemple n'est pas très bon parce que je suis blanc, mais si j'étais racisé, je ferais partie de cette minorité et je pourrais être rejeté à l'intérieur de la communauté gay. Donc là, ça fait que tu es rejeté par différents groupes. Et là, où est-ce qu'il est ta place? C'est plus difficile. Donc, souvent, les personnes qui sont discriminées ou qui sont marginalisées sous un type d'oppression peuvent penser à tort qu'elles ne peuvent pas commettre de discrimination envers d'autres personnes parce qu'elles se sentent déjà discriminées. Comme par exemple, je pourrais facilement discriminer une personne racisée parce que moi, je n'ai pas conscience dans mon quotidien qu'est-ce que ça représente de vivre du racisme ou de vivre du sexisme si je suis une femme, par exemple, au quotidien. Donc, ça, c'est tous des facteurs de vulnérabilité que plus on a de privilèges, donc moins on a d'oppression, plus on est aveugle à voir ce que les autres vivent en termes d'oppression et d'intersectionnalité. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut essayer de prendre conscience de toutes les facettes d'une personne pour comprendre son identité et ses vulnérabilités. Je te coupe juste une petite seconde pour demander aux gens qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît, de les fermer, juste parce que des fois, ça fait que ça coupe le son de l'animation quand on entend vos micros. Est-ce que jusqu'à date, c'est clair, on a parlé d'homophobie, de transphobie, de cisnormativité, d'hétéronormativité et d'intersectionnalité. C'est quasiment genre toute une session universitaire en comme 10 minutes. Fait que s'il y a des questions, vous pouvez y aller. Là. Sinon, on va continuer. Ou des commentaires aussi. Je suis vraiment ouvert à nuancer ce que je viens de dire aussi. Si c'est ainsi. N'hésitez pas non plus à lever la main si vous voulez intervenir avec le Zoom, parce que moi, j'ai vraiment accès à juste comme 5 caméras, donc je ne peux pas voir si vous faites bye-bye dans votre caméra. Mais sinon, Mireille, tu peux me mettre à la prochaine slide. Alors, on va parler d'LGBTQ-phobie intériorisée. Habituellement, on parle d'homophobie intériorisée ou de transphobie intériorisée, mais moi, je préférais mettre LGBTQ+, phobie intériorisée, juste pour montrer à quel point, simplement d'avoir une identité qui est une variation par rapport à la norme, je mets tout en des gros guillemets, puis en italique là, quand je parle de la norme, là, mais le fait d'être différent va créer un phénomène de phobie intériorisée. Puis comment est-ce que ça se développe, les phobies ou les LGBTQ-phobies intériorisées? Premièrement, ça se développe avec notre socialisation depuis notre plus tendre enfance. Donc, on intègre les systèmes sociaux dans lesquels on vient au monde et dans lesquels on est socialisé. Donc, tout ça, là, c'est la plupart des choses qu'on apprend quand on est jeune, on ne s'en rend pas vraiment compte. Par exemple, quand on intègre la binarité, c'est souvent parce que la plupart des gens, on est et on a un père et une mère. Là, je sais qu'il y a des couples homoparentaux et qu'il y a des trouples aussi qui ont des enfants, mais en majorité, les personnes vont naître dans une famille où il y a un homme et une femme qui constituent leurs parents. Et c'est la première chose qu'on a comme modèle. Donc, évidemment qu'on va intégrer l'hétérosexualité comme étant le modèle parce que nos parents sont souvent hétérosexuels. Ils sont binaires aussi la plupart du temps parce que c'est un homme et une femme et rien entre les deux. Et aussi, on va souvent on baigne dans une société qui est teintée de LGBTQ-phobie et de sexisme ordinaire. C'est-à-dire que souvent dans les films,
On va traiter l'homosexualité, la transidentité d'une certaine manière et ça va nous faire croire que c'est pas, c'est pas la norme. Donc, ce qu'on apprend, c'est que si on est, si on est LGBTQ, souvent on va trouver qu'on n'a pas nécessairement notre place dans ces systèmes sociaux-là. Mais ça, c'est un peu presque inconscient, la façon dont on va percevoir ça. Ensuite, un deuxième niveau, et là je l'ai mis en parenthèse là, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui va vivre des agressions LGBTQ-phobes, mais beaucoup de personnes vont en vivre, que ce soit la discrimination à l'école, par exemple, quand on n'est pas choisi pour le ballon chasseur, ou quand on se fait traiter juste de fif une fois quand tu as 8 ans, tu te dis, mais il y a quelque chose qui fait que les autres me perçoivent comme différent et ils me font aussi comprendre que je ne suis pas dans un milieu qui est sécuritaire. On peut être aussi victime de violences diverses ou encore d'être témoin de ces violences-là. Si on est tout jeune puis qu'on est encore dans le placard, par exemple, mais qu'on est avec nos parents puis que nos parents disent des commentaires hyper homophobes quand ils voient des gays qui s'embrassent dans la rue ou qui vont dénigrer des personnes trans quand ils vont en voir dans des films, ça, on est témoin d'actes qui sont violents. Et donc, ça contribue à faire en sorte que on, on comprend que le monde n'est pas un espace sécuritaire pour nous. Donc, les systèmes sociaux nous font sentir inadéquats. On ne sait pas où est-ce qu'on va fitter dans cette société-là. Et les agressions, hein, que ce soit même en lisant le journal, en voyant qu'il y a eu une agression homophobe à Berry-UQAM, même si ce n'est pas directement sur nous, on apprend à vivre avec le fait que autour de nous, ça peut être dangereux. Donc, tu es peut-être mieux de te cacher. Qu'est-ce que ça va faire en sorte, qu'est-ce que ça va développer chez les personnes LGBTQ+, ça va développer de la honte, de la culpabilité, des sentiments d'inadéquation, donc des sentiments de ne pas avoir sa place dans la société. J'aurais pu l'écrire, mais ça peut développer beaucoup d'insécurité, de l'hypervigilance, d'avoir peur de sortir en public ou de se sentir soi-même. Et donc, ça va créer plein de problématiques de santé mentale, dont des violences envers soi-même, des idéations suicidaires, des tentatives et malheureusement des suicides. Ça va créer aussi et surtout des violences envers les autres et les autres à l'intérieur de nos communautés. Donc, c'est surtout ça ici qu'on veut prendre en compte parce que quand on parle de micro-agression en contexte de dating, c'est à l'intérieur des communautés LGBTQ+, qu'on vit ça. Donc, je parlais tantôt là, des intersections, de l'intersectionnalité et que je disais qu'une personne LGBTQ pourrait penser qu'elle ne peut pas discriminer à cause qu'elle est elle-même discriminée, c'est faux. En fait, elle a beaucoup de chances de discriminer aussi parce que si elle n'est pas consciente de son homophobie ou de sa transphobie intériorisée, elle peut venir stigmatiser des personnes à l'intérieur de la communauté. Ben, ça fait quand même un pont sur la suite. Ben déjà, je m'arrête. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette première partie aux différents concepts et est-ce que Guillaume vient d'expliquer sur les LGBTQ+, phobie intériorisée? Question Peut-être que je pourrais commentaire. donner des exemples d'homophobie intériorisée juste pour que ce Ben soit oui. clair, parce que dans le fond, souvent, chez les hommes gays, le type d'homophobie intériorisée le plus répandu, c'est de vouloir cacher son côté féminin, parce que dans le fond, on a appris quand on est jeune que peut-être se promener avec la main comme ça, de se croiser les jambes, ça peut nous montrer à tout le monde que tu es gay, puis là, ça peut amener les autres à te faire de la violence. Donc, tu vas essayer de cacher ce côté féminin-là en toi, puis tu vas essayer aussi de le cacher chez l'autre. Tu vas dire, moi, je ne me tiens pas, par exemple, je suis hors milieu, hein, je ne me tiens pas dans le village parce que moi, je ne suis pas un gay comme ça. Ou de trouver que les drag queens, par exemple, ça fait de la mauvaise presse aux luttes homosexuelles parce que c'est trop féminin, parce que c'est comme exagéré, ou tout ce qui peut être misogyne, en fait, fait partie de l'homophobie intériorisée qu'on voit souvent. Oui, puis voyons, en lien avec ça, on entend souvent justement des critiques
certaines valides, mais d'autres qui viennent profondément d'homophobie intériorisée sur les festivités de la fierté, par exemple, ou particulièrement ce qui est médiatisé, donc le défilé ou c'est, tu sais, personnellement, j'en ai entendu énormément plus qu'une fois d'hommes gays dire comme ah moi je vais pas au défilé de la fierté, voir d'autres gars, puis là je vais reprendre ton expression de l'autre fois Guillaume avec des plumes dans le cul, et c'est vraiment, tu sais, textuellement ce qu'on entend, c'est pas mon monde, ça me représente pas tout ça. Et donc, de se fermer à une représentation qui est différente de nous, en fait, par rapport aux gens qui font partie du même spectre au niveau de la diversité. Ouais, ou c'est d'invalider aussi une certaine forme de vivre son homosexualité. C'est Tout comme à fait. dire, moi, je vis mon homosexualité d'une bonne façon parce que je le cache, parce que Mhm. j'en parle pas à tout le monde, je ne l'écris pas sur les toits, puis ceux qui le font, c'est mal. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller à la fierté puis aimer ça, puis, tu sais, mais il y a des raisons de ne pas aimer ça qui sont homophobes intérieures. Mhm. Pas sûr que c'est un qualificatif, mais Qui viennent du dedans. exact. Je vois, il y a juste quelqu'un qui écrit dans la conversation. Ah, c'est toi, Olivier. Donc, je vais continuer. Donc, oui, c'est ça. Ça fait un pont avec le sujet majoritaire d'aujourd'hui, qui sont les microagressions. D'emblée, je vais commencer en expliquant qu'est-ce qu'on entend, en fait, par une microagression. C'est un thème que vous entendez probablement de plus en plus dans les dernières années, là. Donc, il y a vraiment eu beaucoup d'informations qui nous ont été données concernant les microagressions. En fait, c'est de plus en plus facile de les reconnaître aussi en lien avec le fait justement, on en parle davantage. Donc, ça désigne vraiment tous les comportements et des comportements ou des propos qui vont avoir une apparence banale et qui sont envers une communauté envers une communauté, mon Dieu, excusez-moi, on dirait que la phrase est drôlement. Je vais la lire comme ça va me démettre. Je recommence. Ça désigne des comportements ou des propos d'apparence banale envers une communauté et qui sont perçus comme péjoratifs ou insultants. Donc, l'aspect négatif ou hostile de la part de la personne qui fait une microagression, elle n'est pas nécessairement intentionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important concernant les microagressions. C'est l'intention qui est derrière. Les microagressions, ben, elles nourrissent les stéréotypes et les représentations négatives de certains groupes marginalisés. Elles peuvent être particulièrement stressantes car on va, comme l'intention derrière n'est pas nécessairement négative ou est pas. euh, L'objectif, c'est pas nécessairement de blesser la personne. Donc, ça peut prendre, par exemple, la forme d'un compliment pour la personne qui émet le message, mais de l'autre côté, c'est pas du tout reçu comme tel. On va souvent les banaliser. Donc, on va dire, ben là, tu sais, je voulais juste te faire un compliment, ou ah, j'ai pas voulu te blesser, ou ben là, tu sais, j'ai rien dit, là, c'était pas une claque d'en face. Tu sais. Donc, on va vraiment soit nier ou amoindrir les effets qu'une microagression peut avoir sur une personne. Donc, ça fait qu'elles sont souvent plus difficiles à détecter, autant par la personne qui va en faire que par les personnes qui vont en vivre également. Euh, Étant donné que, comme on les banalise, ben, en tant que personne qui la vit, on peut se répéter aussi le même discours en se disant, bon, ben, tu sais, la personne ne voulait pas me faire de la peine ou c'est pas si grave que ça. Donc, on va nous-mêmes la banaliser d'une certaine façon. Si je peux me permettre aussi, Oui, Mireille, vas-y. les microagressions sont souvent répétitives aussi pour Mhm. les personnes qui en vivent, donc elles vont s'insensibiliser à ces violences-là. Donc, c'est pour ça aussi là, que ça va contribuer à ce que les personnes ne peuvent plus se rendre compte qu'ils vivent des microagressions. Tout à fait. Et dans l'autre sens aussi, comme elles s'accumulent très fréquemment, des fois plusieurs fois dans une même journée, une même semaine, bien, l'impact, tu sais, si le terme microagression semble dire comme une petite agression, bien, l'impact n'est pas micro, lui, de son côté, surtout pas si on les accumule. Donc, plus, tu sais, oui, d'avoir une coupe de scène noire dans la main, c'est pas très lourd, mais plus on en ajoute une, plus on va la sentir. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient vraiment très lourd et qu'une petite microagression, c'est comme l'exemple de la goutte d'eau qui fait déborder le vase au complet ou qui le fait même casser, puis là, pouf, ça se déverse et on a des impacts qui sont
vraiment majeurs et traumatisants pour beaucoup de personnes. Elle découle souvent d'un manque de connaissances ou d'une incompréhension du vécu puis de l'expérience de l'autre. Et en apprenant, en s'informant, on réussit à les éviter de plus en plus, ces microagressions-là. Donc, on y va avec la partie peut-être un petit peu plus interactive. Donc, moi, je vous invite à regarder, à chercher dans votre écran, où est-ce que vous pouvez, où sont les réactions, parce que je vais vous demander de lever la main si vous pensez que la phrase que je vais vous donner est une microagression. Donc, est-ce que c'est une microagression de dire qu'on n'est pas intéressé par les gars qui sont efféminés? Selon vous. Donc, toutes les personnes qui pensent que c'est une microagression, levez la main. La main virtuelle, s'il vous plaît. Je vois. Ah, là. Parfait. Je peux pas compter vite, mais ça semble être environ la moitié du groupe de ce que je comprends. Peut-être un petit peu plus. Alors, effectivement, c'est une microagression qui découle d'une LGBTQ+ phobie qu'on va appeler plus précisément l'efféminophobie. Féminophobie. Oui. Penses-tu qu'on était en synchro? Non. C'est pas grave. Sûrement pas. Si oui, tant mieux, mais moi, tu es arrivé plus tard dans mon oreille. Donc, je vais commencer, Guillaume, puis après ça, je te laisserai l'autre. Parfait. Donc, les féminophobies, qu'est-ce que c'est? Ça fait référence aux attitudes négatives et discriminatoires envers tout ce qui est féminin ou la féminité. Donc, les comportements, des gestes, des présentations ou des traits qui sont associés au genre féminin. Ça s'imbrique dans le paradigme que les hommes doivent s'habiller, se comporter, se présenter d'une façon masculine pour être considérés comme de vrais hommes, et ce, peu importe leur orientation sexuelle. Puis c'est une discrimination qui débute vraiment extrêmement tôt dans la vie. Et ça, c'est des personnes de tout genre et de toute orientation sexuelle qui peuvent autant la vivre que la perpétuer. Donc, oui, l'efféminophobie va être vécue beaucoup par des hommes ARSA, mais aussi par des femmes qui, elles aussi, vont avoir des traits, gestes, présentations, comportements qu'on va considérer socialement comme étant ultra féminins et vont vivre aussi une certaine forme d'efféminophobie de ce côté-là. Et je dis que c'est écrit que ça commence très tôt dans la vie, c'est parce que rapidement, c'est pas rare qu'on va corriger particulièrement les garçons qui vont avoir des comportements, gestes, présentations qui vont tendre vers ce qu'on considère comme étant féminin. Donc, les petits gars qu'on va dire non, on ne joue pas à la poupée, c'est pour les filles, le rose, c'est pour les filles, on ne parle pas comme ça, c'est pour les filles. Et on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui change en ce moment dans la société, mais les études nous démontrent que ce n'est pas le cas. Il y a les endroits où il y a beaucoup d'enfants et où on enseigne aux enfants, comme les CPE par exemple, et pas tous les CPE, mais les garderies, les écoles, c'est démontré que c'est des endroits qui sont vraiment très cis-normés et hétéronormés, où on va parfois justement ancrer ces croyances-là, qu'il y a des choses pour les garçons, il y a des choses pour les filles, puis que si tu déroges de ça, ben il y a quelque chose à corriger là-dedans. Ensuite, donc, comment est-ce que... j'ai oublié de dire, oui, tout à l'heure, je suis vraiment désolée, j'ai parlé de microagression, puis j'ai pas précisé qu'est-ce qu'on voulait dire quand on parlait de contexte de dating. Je ne l'avais pas vu sur la diapo, il était dans les commentaires, fait que je l'ai oublié. Mais quand on parle de contexte de dating, en fait, on inclut tous les moments d'un début de relation où il y a un objectif de relation sexuelle et ou amoureuse. Donc, puis quand je dis les premiers moments, bien, ça dépend évidemment de chaque relation. Donc, pour certaines personnes, le dating va durer quelques rencontres, une semaine, 2 semaines, parfois c'est plusieurs mois. Quelques Mais minutes. Pardon, ou quelques minutes. Oui, pour certains moments. Mais ça inclut vraiment tous les endroits où c'est possible. Donc, tous les endroits où, oui, c'est des rencontres en personne, mais aussi sur le web. Donc, les sites de rencontres, les applications de rencontres font partie du monde du dating, surtout en ce moment. Mais depuis un long moment, on sait que c'est quand même des endroits qui sont propices
non seulement aux rencontres, mais aussi aux microagressions. Donc, comment est-ce que les microagressions efféminophobes se manifestent en contexte de dating? Par exemple, avec les hashtags NoFem, l'invisibilisation, la ridiculisation des hommes qui sont plus féminins, des hommes et personnes non-binaires qui vont démontrer une plus grande féminité. Le refus, par exemple, d'être bottom pour un homme qui est efféminé. Des compléments du style « Ah, t'es gay, ça paraît trop pas, wow! » Puis quand je disais tout à l'heure que ça peut avoir l'air que les gens ont l'impression de faire un compliment à la personne, c'est une microagression parce que ça sous-entend que le contraire est un problème. D'assumer qu'un gars est bottom parce qu'il est efféminé, par exemple, ou être surpris quand un gars masculin aime être bottomé, c'est toutes des microagressions qui font partie, en fait, qui découlent d'une certaine forme d'efféminophobie. Guillaume, est-ce que tu avais d'autres exemples à rajouter? Je pense qu'il y a quelqu'un dans la conversation qui a écrit. C'est saisissant de vérité la définition de microagression. Puis oui, il y a clairement une culture qui est derrière ça, mais moi, je voulais juste ajouter que souvent, l'efféminophobie va être un facteur qui va contribuer à ce que les hommes gays vont rester dans le placard un peu plus longtemps, parce que c'est surtout par ça qu'ils vont comprendre que le monde est dangereux, par exemple, puis qu'ils vont se sentir pas adéquats à cause de ça. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui, tu sais, j'ai vu, je vais lire le commentaire qu'on vient de recevoir. Donc, c'est saisissant de vérité, la définition de microagression. Je me rends compte qu'une culture de microagression chez certains gays qui ont fait de la drague comme une déformation professionnelle. Si vous êtes à l'aise de partager un petit peu ce que vous voulez dire par là, ou si d'autres personnes souhaitent partager, par exemple, est-ce que vous avez déjà vécu de l'efféminophobie en contexte de dating ou de début de relation intime? C'est vraiment l'endroit pour le faire, pour peut-être partager un petit peu plus que ce qu'on a mentionné aujourd'hui. Évidemment, en gardant en tête qu'on souhaite créer un environnement sécuritaire pour tout le monde et qu'il y a des gens qui sont là pour vous écouter si besoin. Vous pouvez lever la main si ça vous tente ou l'écrire dans le chat. Il y a quelqu'un qui a écrit. Non, j'ai l'impression que ça ne vous tente pas, donc je vais y aller. On va continuer, mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment partager n'importe quand. Alexandre, est-ce que ta main est levée parce que tu as oublié de la descendre tout à l'heure ou parce que tu veux partager quelque chose? Non, j'ai oublié de la descendre, désolé, c'est Il n'y fait. a pas de problème. Parfait. Donc, on va continuer. Encore une fois, levez la main si vous pensez que cette phrase-là est une microagression. Est-ce une microagression d'assumer des pratiques ou des préférences sexuelles en fonction de l'appartenance ethnique? Moi, je ne vois vraiment pas les mains si je joue. Ah ben oui, clairement. Il y a des gens qui votent que oui, c'est des microagressions. Mais en tout cas, je vous le dis tout de suite, oui. Et on se rapporte à des microagressions racistes, dans le fond. Qu'est-ce que le racisme? Je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais le racisme, c'est un système de discrimination, de comportements racistes et discriminatoires envers une personne ou une communauté de personnes en se basant sur la couleur de la peau, les traits physiques ou l'appartenance ethnoculturelle. Donc, ça peut être institutionnel ou ça peut être individuel. Et comme je le disais tout plus tôt, là, les personnes racisées peuvent facilement se retrouver en double minorité au Québec, de se sentir rejetées de sa communauté de naissance et de se sentir rejetées par la communauté LGBTQ+. Donc, c'est très, ça peut être extrêmement quotidien et très, ça rend les personnes plus vulnérables, en fait, à sentir des micro-agressions et à en recevoir parce que souvent, les gens vont. Souvent, quand Mireille tantôt parlait des compliments, c'est comme un compliment de normatif là, qui va amener ces personnes-là à se sentir agressées.
Donc, les types de micro-agressions en contexte de dating, bon, évidemment, on parle de racisme sexuel, donc tout ce qui est discrimination dans le sens, je veux pas, je ne recherche pas telle personne qui appartient à tel ou tel groupe, ou au contraire, la fétichisation. Donc, il n'y a pas seulement le rejet qui peut être une microagression, mais il y a aussi le fétichisme, c'est pas nécessairement le contraire de rejet dans le sens de l'inclusion, mais plutôt je te recherche pour des qualités. Donc, je te rends un peu, je t'objectifie d'une certaine façon. Donc, c'est très proche des stéréotypes, des rôles sexuels. Souvent, il y a des stéréotypes qui sont associés à certaines communautés par rapport à la domination ou la soumission. On va souvent hyper sexualiser certaines personnes, certains groupes. Ou hyposexualisés. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de micro-agressions qui se veulent comme des compliments, comme je disais il y a deux secondes, là, comme « t'es beau pour un noir ». C'est extrêmement blessant parce que, dans le fond, les micro-agressions, ce que ça fait, c'est que ça remet toujours en pleine face à la personne qui reçoit la micro-agression qu'elle fait partie d'un groupe marginalisé, ou en tout cas qu'on présume qu'elle fait partie d'un groupe marginalisé, et on l'associe aux stéréotypes qui sont associés à ce groupe-là. Donc, t'es beau pour un noir. Ce que ça veut dire, c'est comme, en général, les noirs sont laids, mais toi, t'es pas si pire. Donc, c'est loin d'être un compliment quand même. Tu es exotique, alors là, on se rapproche de la fétichisation, on te recherche pour des qualités qui ne sont pas toi intérieurement, mais pour des features, des traits. Ton nom est donc bien dur à prononcer. Des commentaires comme ça qui peuvent être souvent amenés à ces personnes-là, au lieu de juste dire « est-ce que tu peux me dire comment prononcer ton nom ?» de souligner qu'il est difficile à prononcer. En fait, il est difficile à prononcer pour toi parce que tu n'es pas capable, mais il est facile à prononcer pour plein d'autres personnes. Donc, demande juste comment le prononcer. Ou quelque chose de se faire dire « ah, tu parles bien français alors que c'est sa langue maternelle. » Je veux dire, ça, je peux relate un petit peu. J'ai vécu en France 1 an, puis au bout d'1 an, c'était une sorte de quelque chose que je vivais comme une micro-agression, de me faire dire qu'on ne comprenait pas ce que je disais ou me faire complimenter sur ma qualité de français parce qu'on tenait pour acquis que je n'étais pas vraiment francophone. Puis bon, ça a été 1 an, puis au bout d'1 an, j'avais même pris un accent français pour le cacher pour plus que ça arrive. Donc, imaginez quelqu'un qui vit des agressions comme ça à tous les jours, puis en plus que, admettons, une personne noire, racisée, qui est née au Québec, mais qui se fait constamment rappeler qu'on pense qu'elle ne vient pas du Québec, genre du sens « mais tu viens d'où réellement? » On l'entend souvent, cet exemple-là. Donc, ça peut être vraiment, vraiment affligeant à long terme. Des trucs aussi comme tous les Asiatiques ou tous les Noirs se ressemblent. Tu sais, comme tu vois une personne, tu penses que c'est ton ami, puis là, tu lui dis « ah, oups, non, mauvaise personne, excuse-moi, vous êtes toutes pareilles. » Ça, c'est une perception extrêmement raciste aussi. Donc, en contexte de dating, c'est encore pire parce que tu essaies de trouver une personne avec qui partager ton intimité. Donc, voilà. Oui, puis en contexte de dating, on est aussi vulnérable justement parce qu'on est dans cette recherche-là et c'est déjà des moments qui sont stressants pour beaucoup de gens, le dating. Donc, il y a cette vulnérabilité-là à prendre en compte davantage. Je vous demande également si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un dans la conversation tout à l'heure qui a donné exactement un des exemples qu'on a écrit. Donc, une personne qui a dit on m'a déjà dit que je parlais donc bien français pour un latino. Et puis, vous avez écrit que ça se voulait comme un compliment. Donc, la personne, elle voulait pas nécessairement mal faire, mais ça sous-entend beaucoup de choses dans ce commentaire ou ce compliment-là. Et il y a Joël qui rajoute comme si les acteurs blancs ne se ressemblaient pas tous. Pas tous. Donc, dans le sens que tout le monde peut se ressembler de toute façon. Parfait. Bien, écoutez, on va continuer. Encore avec la main levée, qui, selon vous, est-ce que c'est une microagression de dire qu'un gars bisexuel n'est en fait qu'un gay qui ne s'assume pas? Parce qu'on entend
de façon assez fréquente concernant les hommes bisexuels. Ça semble, encore une fois, être pas mal la moitié du groupe. Peut-être que l'autre moitié, vous avez de la difficulté à trouver vos mains, puis c'est tout à fait correct aussi. On assume que vous suivez la majorité. Donc, J'aimerais oui, juste vas-y. attirer l'attention sur un commentaire qui me rend un peu perplexe. Un certain Brent John Patrick Cuthbert à 6 ans, anglican et anglophone, enlevé à Marieville. Je ne sais pas à quoi ça réfère, mais ça me semble un peu inquiétant comme commentaire. Est-ce que la personne pourrait expliquer ce qu'elle veut dire? Excuse-moi, Mireille. Pas de problème. Allô? Oui. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Je voulais tout simplement faire le parallèle entre la discrimination. Excusez mon français, il n'est pas aussi. La discrimination qui existe aussi au niveau religion, puis l'anglophonie vis-à-vis de la francophonie, en plus d'être efféminé dans un village de 6000 personnes où toi, tu arrives comme étranger. C'était comme un peu le concept que Oui, tout à fait. J'avais lu enlevé. Pardon? J'avais lu enlevé à Marieville, donc c'est pour ça que je me suis très inquiété, mais là, je comprends vraiment bien la pertinence. Élevé. Élevé. Oui, merci. Oui. OK, oui. C'est plus clair? C'est plus clair ce que j'essaie de dire? Extrêmement, oui, vraiment. OK. Merci, Brent. Et c'est effectivement un parallèle où, on parlait tout à l'heure de minorité dans une majorité. Donc, les personnes anglophones au Québec sont minoritaires et sont souvent considérées comme étrangers, donc autres que québécois parce que pour être québécois, il faut rentrer dans un certain moule. Voilà. Il y a un commentaire qui semble quand même assez long. Je vais te laisser le lire, Guillaume, puis moi, je vais continuer juste pour le faire. Mais il y a Alexandre qui a une question. Alexandre, est-ce que tu veux y aller? Oui, en fait, sur les, les différents exemples que vous avez nommés dans les questions, est-ce que c'est une microagression ou pas? Souvent, ces questions-là sont à la négative. Donc, est-ce que, par exemple, si on fait l'inverse, je reviens sur la première qui était sur les féminités, si on disait, est-ce que, ouais, c'est ça, mais si on renverse à la positive, est-ce qu'une personne qui dit, je suis intéressé par les gars féminins, je renverse la question, est-ce que ça, c'est une microagression? J'ai mon idée à moi, mais parce que souvent, quand on parle de microagression, on va le mettre à la négative, puis forcément, ben oui, on va dire, ben oui, c'est sûr, c'est une microagression. Mais si on renverse l'autre côté, est-ce que c'en est une ou pas? Est-ce qu'on perpétue le même schème de pensée finalement, que ce soit positif ou négatif dans notre façon de le dire? C'est intéressant, puis je pense que, en fait, ça revient vraiment au concept qui a été nommé, je vais le ramener un petit peu, quand on parle de racisme sexuel, donc la discrimination versus la féchitisation, que ce soit un ou l'autre, oui, c'est une forme de microagression. Donc, de dire, par exemple, qu'on est intéressé que par les hommes qui sont féminins. Donc, en fait, le fait d'exclure ou de seulement inclure un certain type de personne, j'essaie d'être claire dans mes mots, mais ça fait qu'en fait, on ne cherche pas une personne pour ce qu'elle est dans toutes ses facettes, mais on va chercher juste quelques petites choses qui la défient. Par exemple, si on dit que je cherche seulement des hommes féminins ou je veux être avec un homme féminin, ben, oui, en plus, on exclut tous les hommes qui ne font pas partie de ce qu'on s'imagine comme un homme féminin, mais en plus, on cherche une personne seulement
à cause de ces traits-là. Je peux vous donner un autre exemple qu'on n'utilisera pas aujourd'hui, qu'on entend quand même assez fréquemment chez nous à la ligne d'écoute, c'est des hommes, majoritairement des hommes, qui disent ah, tu sais, moi, je suis pas gay, ce que je veux, en fait, c'est, je cherche des femmes trans qui ont un pénis ou des femmes qui ont un pénis. Donc, ça, on va dire, ah, il y a certaines personnes qui vont voir ça comme de l'ouverture parce que tous les corps sont acceptés, mais en fait, c'est une forme de fétichisation où on ne cherche pas à rencontrer quelqu'un et si la personne est trans et peu importe ses organes génitaux, on l'aime et ça fait partie en fait de la diversité corporelle, la diversité de genre, mais plutôt on va on va voir cette personne-là plutôt comme un objet ou juste ces caractéristiques-là. Et donc, dans ce sens-là, oui, Alexandre, c'est considéré comme une microagression. On peut faire... Je voulais amener, non, juste pour terminer, je voulais amener la réflexion parce que, justement, dans plusieurs conversations que j'ai déjà entendues, ça ramène souvent, quand c'est positif, on va le rattacher à des préférences. Puis là, justement, je le vois dans les commentaires dans le chat, on va mettre ça, ben c'est des préférences positivement nommées, c'est pas mauvais. Puis ça peut être un gros débat, mais je voulais l'amener parce qu'on entend souvent ça, les préférences sur les apps aussi, hein, sur les apps. Donc, est-ce que des préférences, c'est valide autant que, c'est-à-dire, est-ce que c'est non valide autant que d'exprimer « je veux pas ça », mais dire « je veux ça », est-ce que c'est correct ou pas? Fait que c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup sur les apps en ce moment. Effectivement. Oui, vraiment. Si tu veux, on peut faire un lien avec ce que Yann nous dit. C'est une expérience de dating, justement, qui nous dit est arrivé chez un gars qui avait rencontré sur une app. Puis dès que le gars a ouvert la porte, il a dit « Ah non, ça va pas marcher, je suis désolé. » Puis là, pourquoi? Ben parce qu'en fait, t'es top, puis je me fais jamais prendre par une personne plus petite que moi. Puis là, après ça, on demande est-ce que c'est une préférence? À quoi est-ce qu'on peut rattacher ça? Souvent, les microagressions en contexte de dating, là, quand on dit no femme, no Asians, no black, je veux juste blablabla, on va le cacher ou pas, on va l'exprimer sous forme de préférence, hein, comme disait Alexandre, de façon positive. Mais la façon de le dire est perçue quand même comme une microagression parce que c'est quand même un rejet. Puis c'est aussi des préférences qui sont basées sur une culture aussi, qui nous viennent d'une culture qui fait qu'on n'aime naturellement pas les hommes efféminés ou qu'on est habitué de sortir juste avec des blancs si on est blanc. Donc, c'est tout le temps touché parce que tantôt, Mireille disait que c'était facilement niable de dire, tu peux facilement dire, ben non, j'ai pas fait une agression, mon intention, ce n'était pas de blesser, je ne voulais qu'exprimer ma préférence. Mais il faut réfléchir à comment on exprime nos préférences. C'est surtout ça qu'il faut se demander. Comment, si je veux pas sortir avec une personne, si c'est parce qu'elle est noire, c'est quand même, j'ai de la misère à voir ça comme étant seulement une stricte préférence et non de la discrimination basée sur des préjugés, des stéréotypes. Tout à fait. Puis je pense que il y a quelqu'un qui a nommé préférence versus exclusion. Et c'est là qu'il y a une fine ligne, dans le sens que d'avoir des préférences. Tout le monde a des préférences, c'est sûr et certain. C'est ça. Il y a toutes des choses qui nous rejoignent davantage ou qui vont nous exciter davantage ou qu'on va préférer davantage. Puis c'est correct d'avoir des préférences, mais quand la préférence fait qu'on exclut toute une partie de la population, souvent basée sur des préjugés ou des idées préconçues, ça, c'est une microagression. Donc, en fait, c'est au-delà de la microagression. La microagression, c'est de la façon dont on le nomme, comme Guillaume a mentionné, mais c'est de la discrimination. Donc, de dire, par exemple, d'avoir une préférence pour les hommes qui sont efféminés ou d'avoir une préférence pour les hommes qui sont masculins, c'est pas problématique. Mais de dire, je refuse de donner je refuse d'investir dans une relation parce que la personne est efféminée et que moi, je préfère les gars masculins, ça, c'est discriminatoire. Parce que au-delà de ça, au-delà de l'effémination ou de
la masculinité, au-delà de la féminité puis de la masculinité, il y a énormément d'autres choses. Donc, puis je pense qu'effectivement, sur les apps de dating, des fois, on va se donner plus la permission, un peu comme si c'était un catalogue, puis qu'on ne considère pas les gens nécessairement comme étant des personnes à part entière. Donc, on va écrire je préfère les blancs, ce qui fait qu'on va se dire bon, ben, les personnes qui ne sont pas blanches ne viendront pas me voir, donc je vais réduire mon bassin. Et ça, c'est une discrimination. Puis après ça, tu sais, d'ouvrir la possibilité à tous et après ça, que les préférences entrent en compte, c'est autre chose versus d'emblée discriminer une partie de la population. C'est là où il faut vraiment faire la différence entre l'intention de la personne qui commet la microagression et l'effet que la microagression crée chez la personne qui la reçoit. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut prendre en considération le plus, parce que c'est pour ça que ça s'appelle des microagressions, c'est que souvent, les personnes qui les font ne le savent pas. Donc c'est ça. Il faut faire la différence entre les deux. Oui, tout à fait. Et il y a quelqu'un qui demande, Yann, qui demande, et la question des fantasmes assumés que quelqu'un cherche à réaliser, les fétiches et les kinks font partie de la réalité. Oui, tout à fait. Ben, les fétiches, les kinks, tu sais, je veux dire, quand on parle d'une expérience sexuelle, effectivement, il y a des choses qu'on cherche à réaliser, puis je pense pas que ce soit problématique de vouloir réaliser un fantasme spécifiquement avec une personne qui répond à ces critères-là. Mais je pense que si c'est tout le temps. C'est là qu'en fait, c'est plus nécessairement un fantasme, ça devient une féchétisation, vraiment. Là. Donc, par exemple, de ne chercher des relations qu'avec des gars trans parce qu'ils sont trans. C'est pas réaliser un fantasme, c'est fétichiser les gars trans pour leur réalité et c'est de l'objectification dans ce cas-là. Oui, puis quand on parle de kink, on peut jamais exclure la notion de consentement. Donc, si une personne trans est consentante à réaliser ton fantasme, puis que c'est un kink et que tout va bien, ça va, si c'est en communication. Mais si on n'a pas ça, on ne parle pas vraiment de kink. On ne parle pas de respect de l'autre. Et vous, avez-vous déjà vécu? Non, on a déjà demandé. OK, l'autre microagression, est-ce que c'est une microagression de dire qu'un gars bisexuel n'est en fait qu'un gay qui ne s'assume pas? Je vous invite demain à voir la présentation sur le BDSM demain. En passant. Mireille, t'es mutée, je pense que tu parles. Oui, zut. Donc, la plupart des gens avaient déjà répondu, c'était à peu près la moitié qui avait dit que c'était une microagression. Alors, effectivement, excusez-moi, je ferme mes autres choses. Effectivement, comme avec les autres énoncés, c'est ancré dans la biphobie. Qu'est-ce que c'est, la biphobie? Donc, c'est toutes les attitudes négatives discriminatoires envers les personnes bisexuelles ou qui ont le potentiel d'avoir une attirance pour plus d'un genre. Donc, la personne se définit comme bisexuelle, pansexuelle ou aucun des deux, mais qui a le potentiel. Donc, la biphobie va découler, entre autres, d'une incapacité à voir la sexualité sur un spectre plutôt que des catégories fixes. Quand on parlait là, de certaines formes de violence ou de phobie intériorisée, et que Guillaume nous mentionnait, là, les systèmes sociaux qui vont avoir vraiment une influence là-dedans, bien, la binarité, qu'elle soit au niveau de la sexualité, des préférences sexuelles ou du genre, est vraiment ancrée dans la société en général, peu importe si on fait partie d'une minorité ou non. Et c'est quelque chose qui est difficile à déconstruire. En ce moment, il y a quand même un travail qui est fait par généralement les minorités sur cette déconstruction-là. Mais il y a justement, il y a beaucoup de manifestations de la biphobie qui vont être en lien avec cette incapacité de comprendre qu'une personne ne rentre pas dans une case spécifique et on va voir sa réalité comme une incapacité à faire un choix ou une incapacité à assumer une partie d'elle-même. Donc, les agressions, les microagressions biphobes qu'on va voir en contexte de dating, c'est souvent
comme un peu en général en lien avec la bisexualité. Donc, c'est la remise en question puis l'invalidation constante de l'existence et des expériences de la bisexualité. Chez les hommes Marseille, il y a beaucoup il y a beaucoup d'expériences où un homme va avoir été en couple, par exemple, avec une femme et après ça, découvrir la sexualité avec les hommes et on va dire, ah, ben, il est devenu gay ou ah, c'est un gay qui s'assumait pas. Et donc, invisibiliser cette relation-là avec la femme comme étant moindre ou pas importante, ou c'était avant, puis comme si c'était pas de l'amour, qu'il n'y avait pas d'attirance, alors que, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, c'était une relation à part entière et ça n'avait aucun rapport avec le fait que la personne vit des expériences avec les hommes plus tard n'invalide pas ou n'invisibilise pas, pardon, cette relation-là, et inversement d'ailleurs. Donc, un homme qui va avoir eu des relations sexuelles avec des hommes pour la majeure partie du début de sa vie sexuelle et amoureuse, va rencontrer une femme et là, soudainement, il est hétéro ou non, là, il ne s'assume plus. Donc, on a de la difficulté à comprendre le fait que d'avoir une relation avec des gens du même genre que nous et des gens d'un autre genre, c'est comme si ce n'était pas réconciliable. On va souvent associer la bisexualité comme un mode ou un passage. Donc, non, tu n'es pas bisexuel. En fait, tu passes d'une orientation sexuelle valide à une autre. L'attribution de stéréotypes tels que la promiscuité, la confusion, l'insécurité et l'infidélité. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu personnellement de moi, je ne veux pas être avec un gars bi parce qu'ils ne sont pas capables d'être dans des relations stables ou ne sont pas capables d'être fidèles ou ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent ou c'est comme s'il fallait absolument qu'il y ait une relation avec un homme et une femme à la fois. Donc, on va associer des stéréotypes et des réalités qui sont pas en lien avec l'orientation sexuelle, mais bel et bien avec les valeurs puis les choix d'une personne qui n'ont rien à voir avec leur orientation sexuelle. Donc, la croyance aussi que les personnes bisexuelles vont des fois choisir d'être avec une personne d'un autre genre que le sien pour éviter les oppressions. Donc, de ne pas assumer et pas faire face, en fait, aux oppressions qu'on peut vivre en tant que personne ouvertement et visiblement LGBTQ+. Et ça se retrouve autant chez les hommes bisexuels, chez les personnes non-binaires, bisexuelles ou pansexuelles, que chez les femmes bisexuelles et pansexuelles. Donc, c'est vraiment toutes les personnes qui le sont. Assumer aussi qu'une personne bisexuelle en couple avec quelqu'un d'un autre genre ou sexe que le sien est en fait hétérosexuel. Donc, le fameux « t'es bi », tu dois juste pas assumer que t'es gay, en fait, c'est une phase. Donc, ça résume en fait un peu les autres manifestations qu'on a vues. Donc, au niveau du partage, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, si vous avez envie de le partager. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la conversation. Joël qui dit « Je travaille avec des ados et j'entends souvent qu'une personne bi a plus de chances d'être infidèle car elle peut vouloir être avec n'importe qui, comme si les personnes bi n'avaient pas de standard ni de morale. » Exactement ça. C'est ça, en fait. Non. En fait, c'est ce que je voulais dire. Ben, pas c'est ce que je voulais dire, mais c'est une représentation de ce que je disais tout à l'heure, le fait que parce qu'une personne est bisexuelle, ça veut dire que toutes les personnes qu'on rencontre sont une potentielle possibilité d'être infidèle, alors que, je veux dire, tout le monde rencontre des personnes avec qui il y a un potentiel et ça fait partie des ententes de couple, des valeurs d'une personne et c'est pas du tout en lien avec son orientation sexuelle. Guillaume, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose en lien avec la biphobie? Non, peut-être seulement mentionner un commentaire qui dit « Les gens ont tendance à aimer les catégories fermes et ça ne pourrait être plus vrai. » Effectivement, c'est pour ça que c'est extrêmement rigide, la conception de l'hétéronormativité, la binarité, etc. Donc, effectivement. Et expérience écoute, c'est aussi une chose qu'on entend beaucoup, il y a énormément de souffrance
dans le fait de se découvrir comme personne et d'avoir de la difficulté justement à se reconnaître dans une catégorie ferme. Donc, c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup chez nous, les gens qui souffrent du fait que elles disent est-ce que je suis hétéro ou est-ce que je suis gay? Puis là, on discute, puis avec le temps, la personne mentionne le fait qu'en fait, elle est attirée ou là, ah, Charlie, ça vous tentait de dessiner dans notre PowerPoint. Et donc, il y a vraiment beaucoup de souffrance en lien avec ça et ça prend de ce qu'on voit à la ligne plus de temps avant de finalement faire un coming out bi ou pan. Parce que justement, pendant un long temps, on a l'impression qu'on ne sait juste pas où on est ou bien la pression sociale fait que c'est difficile de trouver sa place dans la communauté LGBTQ+, autant que dans la population non LGBTQ+. Parfait, donc une autre. Oui, vas-y. Non, c'est ça, vas-y. Vas-y, non, vas-y, fais-le. Ben, j'allais dire, est-ce que c'est une microagression de dire qu'on ne veut pas dater ou coucher avec un gars trans parce qu'on est gay? Je vois aucune main, mais je pense que vous avez compris le principe aussi que chacun des exemples à date sont assez... Oui, une façon passive-agressive to say the same thing under la guise d'acceptance. Mon franglish n'est pas assez au point, mais effectivement, c'est transphobe, effectivement, de dire quelque chose comme ça. C'est une microagression. Et on peut slider vers la transphobie qui fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, une violence systémique qui est vécue par les personnes trans, non-binaires ou non conformes dans le genre et qui se manifeste de vraiment différentes façons, verbales, psychologiques, physiques, tout type de comportement discriminatoire ou intolérant. La transphobie est vraiment très présente dans les communautés LGB, même si nos luttes sont comme interreliées depuis le début. Puis on sait aussi même que la plupart des luttes ont été initiées par des personnes trans, souvent racisées également. Et c'est quand même très présent. On entend souvent dire, par exemple, de la part d'hommes gays, que les personnes trans font une mauvaise presse, attirent une attention négative sur les luttes LGBTQ+, ou en tout cas les luttes gays. Donc, ça peut faire croire aux hommes gays qui risquent de perdre des privilèges si les personnes trans continuent de militer, par exemple, ou de simplement montrer leur identité et de militer pour avoir des droits comme tout le monde. Dans le contexte de dating, ça peut prendre différents types, donc invalidation de l'orientation sexuelle en fonction de l'identité de genre. Par exemple, tu es trans, donc si tu es un homme trans, dans le fond, tu es une femme hétérosexuelle ou là, je me mélange, mais souvent de dire que les personnes trans sont en fait des personnes gays qui ne s'assumaient pas, donc qui ont changé de sexe pour être hétérosexuels, des trucs comme ça. Discrimination, moi, je ne veux pas coucher, je ne veux pas sortir avec des personnes trans, ou fétichisation, l'exemple que Mireille donnait tantôt, moi, je ne suis pas gay, mais je veux coucher avec des femmes qui ont un pénis. Là, on parle de fétichisation, ou des trucs comme qui se veulent des compliments, genre t'es trans, oh mon Dieu, ça paraît vraiment pas, ta chirurgie a bien fonctionné, ou j'aurais jamais cru, tu sais. Là, tu penses que tu donnes un compliment, mais en même temps, ça peut être vécu de façon extrêmement négative. C'est ça que je disais ici, là, tu es une femme trans, dans le fond, tu es un gars gay qui ne s'assume pas. Donc, ça, c'est des types des microagressions. Toutes les questions aussi qui sont indiscrètes sur les parties génitales, les opérations ou en tout cas les types de transitions qui ont été faits ou non, de dire « Ah, OK, oui, moi, je veux bien sortir avec toi parce que tu as eu, par exemple, tu as eu une opération, mais je pourrais vraiment pas sortir avec un homme trans qui n'en a pas eu. » Des commentaires comme ça qui semblent être, encore une fois, des commentaires anodins, banals, des compliments, mais qui peuvent être vraiment blessants.
des trucs aussi comme « Aïe, je suis jaloux, je suis cis, j'ai moins de barbe que toi qui es trans. » C'est des trucs qui blessent. Puis il y a probablement d'autres exemples. Moi, en tant que personne cis, je suis à l'abri un peu de ça. Quoique, cette semaine, je me suis fait mégenrer 2 fois par des madames à la pharmacie, ils m'ont appelé madame, puis ça m'a fait un petit pincement au cœur, alors que j'ai même pas, c'est pas quelque chose qui me dérange en général, mon identité de genre, je suis pas incertain ou j'ai pas vécu de discrimination par rapport à ça, et ça m'a quand même sonné. Donc, pour une personne qui essaie de se faire accepter telle qu'elle est, se faire mégenrer, c'est aussi une microagression qui est, oh mon Dieu, ben trop fréquente. Se faire appeler par son dead name, son ancien nom, ça en fait partie aussi des microagressions. Il manquerait en fait une diapositive qui vous demande, vous, de votre côté, est-ce que c'est quelque chose encore là que vous avez vécu puis que vous voudriez partager? Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Donc, on retrouve souvent sur les apps des rencontres d'hommes cis qui cherchent des hommes trans non opérés pour avoir le meilleur des deux mondes. Effectivement, c'est un exemple, entre autres, de fétichisation au niveau de la réalité trans et du corps des personnes trans non-binaires également. Et tout à l'heure, quand on parlait d'accepter, de vouloir vivre un fantasme versus qu'est-ce que c'est la transphobie ou le racisme, tout ça, ou même féchitiser. Donc là, on objectifie vraiment le corps. Déjà d'emblée, ça. En fait, ça, je trouve que c'est ancré dans tellement de problèmes, juste de pourquoi le meilleur des deux mondes, ça veut dire que les femmes, c'est pas un bon monde, je veux dire, qu'est-ce que ça implique? Que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus, c'est ça. Donc, le fait d'avoir d'avoir de la barbe et un vagin, bref, c'est ça. Il y a beaucoup de choses ancrées dans ce type de demande-là. Ce qui est surtout problématique aussi, c'est de vouloir, par exemple, coucher avec des personnes qui ont ces caractéristiques-là, mais de ne pas vouloir avoir une relation intime ou plus profonde avec ces personnes-là. C'est pas le problème, c'est pas d'aimer ce type de corps-là, mais c'est de le considérer seulement comme un corps. Oui, exactement, c'est ça. Et d'exclure les hommes trans qui ont eu des chirurgies, la recherche d'affirmation de genre, par exemple. C'est ça. Donc, ça exclut encore là tellement de réalités d'hommes trans ou de personnes non-binaires transmasculines, par exemple. Il nous reste 10 minutes, mais ça va bon train. On a quand même bien... Donc, d'autres types de manifestations, évidemment, là, on s'est concentré sur 4 choses qu'on voit quand même relativement beaucoup, entre autres sur les apps de dating ou sur les discussions en lien avec le dating chez les personnes ARSA. Mais il y en a énormément d'autres. Donc, par exemple, il y a beaucoup de manifestations qui sont ancrées dans le sexisme. Donc, d'assumer certains comportements ou rôles sociaux sont acceptables pour un gars efféminé, par exemple. Mais, tu sais, comme Guillaume l'a dit un petit peu plus tôt, la misogynie, le sexisme font partie, sont quand même intégrés dans différents types de manifestations de microagressions, de violence en général. Il y a plein de manifestations différentes à ce niveau-là. Donc, la sérophobie, un exemple qu'on a donné là, c'est tolère en forme pour une personne séropositive ou d'avoir des comportements différents, par exemple, avec une personne qui est séropositive ou non, de voir cette relation-là comme une relation plus dangereuse ou il y avait un autre exemple qui nous venait en tête, c'était de dire que tous les gars gays avaient le VIH ou étaient séropos. C'est une violence qu'on voit dans la société en général, mais qui est quand même aussi représentée à travers les personnes ARSA.
le capacitisme, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais capacitisme, c'est les discriminations qui sont en lien avec les capacités du corps et du cerveau. Donc, ça exclut quand même une grosse partie des personnes. Donc, les personnes qui sont neurodiverses, par exemple, là, il y a une petite coquille dans le mot neurodiverse, mais les personnes qui ont un handicap qui soit physique ou mental, par exemple. Donc, tu es vraiment inspirant. Hein? C'est inspirant de voir ton parcours. Tu as tellement de force intérieure, c'est héroïque. Ça met l'accent sur en fait, ça démontre vraiment qu'on voit la personne comme étant vraiment différente de nous, qu'elle a un parcours complètement puis extraordinaire, mais dans le sens de ce qui sort de l'ordinaire, puis que wow, félicitations, mais moi, je ne suis pas intéressée à te dater. C'est aussi quelque chose qu'on voit énormément. Donc, de traiter une personne qui est neurodiverse ou qui vit avec une forme d'handicap de façon différente. L'agisme, donc l'agisme autant envers les personnes qui sont plus aînées que les personnes qui sont plus jeunes. Donc, par exemple, d'assumer que les personnes plus âgées sont toutes technophobes, incapables d'utiliser des applications de dating ou de Facebook ou je te donne pas mon adresse courriel, tu dois pas savoir comment utiliser ça un ordi. C'est une forme de microagression. Donc, c'est toi la personne responsable, tu as l'air tellement jeune. Ou de ne pas prendre en considération les idées ou l'expérience des personnes qui sont plus jeunes parce qu'on ne considère pas que leur expérience est valide. Donc, on va les considérer comme étant moins matures, autant émotionnellement parlant que factuellement parlant. Là. Donc, c'est ça. Un exemple, la grossophobie. Tu as un beau visage, hein, c'est dommage que le reste de ton corps ne réponde pas aux stéréotypes de la beauté sociale. Donc, j'ai fini la phrase qui était ici implicite. On a donné d'autres exemples d'homophobie en lien avec le contexte dating, mais qui ne vient pas nécessairement de personnes à ça, mais « Ah ouais, t'es gay, moi aussi j'ai un ami gay, tu veux-tu le rencontrer? » Donc ça, je suis pas mal sûre que beaucoup de personnes d'entre vous l'ont vécu, cette partie-là. Un exemple personnel, oui et non. Ma copine était partie en congé parental pendant un temps et pendant qu'elle n'était pas là, il y a une nouvelle personne qui est engagée, puis c'est une autre personne qui est lesbienne. Quand elle est revenue au travail, cette personne-là savait déjà que ma copine était lesbienne alors qu'elle n'en parlait pas vraiment à son milieu de travail. Donc, il y a vraiment... je ne l'expliquerai pas. Je pense que c'est comme non dit. C'est comme ces associations-là qui sont faites et qui sont agressantes, en fait. Et comme si on était toutes de la même communauté, on se connaissait toutes, on voulait toutes se connaître nécessairement, puis que parce que l'autre personne elle est gay ou lesbienne, on peut tout raconter sur la vie de l'autre parce que lui aussi, ou cette personne-là aussi, elle est gay ou lesbienne. Ou une phrase qu'on peut entendre aussi souvent, qui est une autre manifestation de phobie en général. Donc, t'es pas comme les autres, nommez-les. Donc, t'es pas comme les autres lesbiennes, t'es pas comme les autres gays, t'es pas comme les autres noirs, t'es pas comme les autres tel, t'es pas comme les autres personnes trans, t'es pas comme les autres dragues. Donc, juste de mettre d'avant que cette personne-là, on l'apprécie malgré qu'elle fasse partie d'une communauté envers qui on a d'énormes préjugés et des pensées négatives. Ou au contraire, là, si je peux donner un autre type d'homophobie que moi j'ai vécu, mais que ça ne m'a pas trop dérangé, mais que je savais que c'était une microagression, c'est quand je me cherchais un appartement avec mon chum, quand la propriétaire, qu'on visitait notre appartement, quand elle nous a demandé est-ce que vous êtes un couple? Là, on a dit oui. Elle a dit yeah, c'est sûr que je vous prends, vous êtes toutes gentilles. Donc, c'est comme OK, on va le prendre parce que c'était de notre côté, mais quand même, ça fait partie d'une microagression parce que c'est pas vrai que tous les gays sont gentils.
Non, effectivement. J'ai plein d'expériences où c'était pas le cas. Euh, il y a Brent qui écrit donc beaucoup sont attirés envers ceux qui ont des challenges de santé. Moi, je suis un de ceux qui adorent les hommes qui ont un vécu difficile. Ils sont très authentiques et vulnérables et c'est toujours une expérience plus intime et mémorable et profonde. Donc, d'avoir vécu certains traumas fait qu'il y a certaines personnes qui vont avoir une introspection qui est peut-être un peu plus grande que d'autres personnes. Et d'avoir tu sais, ce que tu mentionnes, Brent, je pense que ça revient dans le côté un peu préférence. Donc, on peut avoir une préférence en se disant, bon, ben, tu sais, moi, je suis plus intéressée par les personnes avec qui je suis en mesure d'avoir justement cette profondeur-là, quelque chose. Mais excusez, j'ai dit le commentaire en même temps qui me fait rire, je vais vous le lire après. Je vais vous le lire après, mais donc, je pense que d'avoir une préférence pour les gens avec qui on est capable d'avoir une certaine profondeur, c'est tout à fait correct. Et de l'autre côté, ben, d'assumer, bon, ben, tant mieux, Brent. Donc, Brent rajoute, moi j'aime tous les hommes et toutes les femmes, tant mieux. Mais c'est ça, donc de dire, mettons sur une app de dating, de dire je ne cherche des personnes qui avec une maladie ou un trauma parce que telle chose, ben, il y a des personnes qui ont eu des challenges de santé ou des challenges en général qui n'ont pas cette capacité-là d'être vulnérables et authentiques. Et donc, Jonathan a écrit en recherche d'appartement aussi, j'aime les gays, vous êtes propres. Il y a des exceptions. Oui. Et il y a des personnes hétéros qui sont propres aussi. Donc, pour terminer, je vais te laisser y aller, Guillaume, puis je vais aussi revenir sur une question que j'ai reçue en privé tout à l'heure après. Ce dont on se rend souvent compte quand on voit des microagressions, c'est souvent que c'est motivé par des intentions qui sont bonnes ou aussi que ça vient de l'ignorance. Moi, je viens de Chicoutimi. Je me rends compte, je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de diversité autour de moi et j'ai pu voir mes parents poser des gestes par pure ignorance qui sont clairement des micro-agressions. Mais ce qui est important, là, on en parlait tantôt, c'est que c'est pas l'intention qui est importante dans la microagression. Même si tu as toutes les bonnes intentions du monde que tu veux complimenter l'autre personne, c'est pas ça qui est grave. C'est en fait que les microagressions sont réellement blessantes. Ça peut conduire à plusieurs types de détresse psychologique jusqu'à des problèmes de santé mentale. Donc, quand on parle de microagression, c'est vraiment important que quand une personne nous mentionne qu'elle n'est pas à l'aise avec ce qu'on vient de dire ou qu'elle nous dit là, c'est un peu blessant ce que tu viens de nous dire, c'est très important de le reconnaître, de l'accepter, de ne pas être en train de se dire mais voyons, t'exagères ton bien, je voulais juste te donner un compliment, c'est pas ça que je voulais dire, tu t'exagères, t'es pas, tu comprends pas. Donc, non. Ce que tu as dit, il faut le reconnaître si c'est raciste, si c'est sexiste, homophobe, transphobe. Ah, puis même si on n'a pas l'intention de blesser l'autre, puis que notre intention est super bonne, il ne faut jamais invalider ce que l'autre personne va dire parce que l'autre personne, elle sait qu'est-ce qu'elle vit puis qu'est-ce qu'elle ressent. Puis souvent, une des meilleures solutions pour ne pas faire de microagression, c'est souvent de ne pas dire quoi que ce soit quand on veut dire des choses, ou de penser à comment le dire. Tantôt, justement, l'exemple là, de Brent là, qui disait je recherche des personnes qui ont vécu qui ont des challenges ou parce qu'ils sont vulnérables et authentiques. On pourrait dire, moi, je recherche des personnes avec qui je peux avoir des conversations vulnérables, avec qui je peux être authentique. Et là, ça change toute la dimension de ce qu'on recherche. On ne recherche pas une personne pour des caractéristiques extérieures ou dont elle n'est pas responsable. Je veux dire, la personne n'a pas décidé d'avoir des challenges de santé. Donc, elle en est un peu victime de ça. Donc, on ne cherche pas les personnes pour des caractéristiques extérieures, pour son origine, pour son accent, pour son corps. Donc, soit on ne dit rien, ou soit on essaie de penser à qu'est-ce que cette personne-là, comment elle va recevoir ce que je suis en train de vouloir lui dire, en fait. C'est quoi la meilleure façon de dire, par exemple, ah, tu sais, souvent, il y a des trucs là, très sexistes. Ah, t'es intelligente pour une fille. C'est pas très bien. Tu sais, je veux dire, c'est très sexiste.
Fait que de dire plutôt, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, puis de s'intéresser aux idées de la personne à la place de commenter ce qu'on perçoit comme étant la norme. Là, donc, ça aiderait beaucoup à éviter beaucoup d'agressions. Là, il y a des commentaires. Ouch. Le compliment peut se convertir en agression pour certaines personnes. Oui, exactement. Donc, pour terminer, peut-être un peu résumer certaines des choses que Guillaume a dites au niveau là, de quoi, je veux dire, la limite entre l'ignorance et la volonté, puis peut-être quoi faire aussi quand on a effectué une microagression, parce que énormément de gens en font, justement par ignorance que ce qu'on vient de dire, c'est une microagression. Donc, d'écouter, de demander des précisions aux besoins et de reconnaître les torts subis, c'est vraiment la première étape et c'est une étape qui est très importante. S'engager à ce que les choses changent aussi, puis veiller à ce que cet engagement-là soit respecté. Donc, merci, tu sais, comme on écoute ce que l'autre nous dit, on peut demander plus d'explications, on reconnaît, on dit merci d'avoir pris le temps de le dire, d'exprimer ce qu'on vient de dire. C'est pas facile, là, imaginez-vous, quand vous en vivez aussi, de nommer à l'autre que ce que la personne vient de dire, ben, c'est blessant pour telle raison. Donc, de remercier la personne d'avoir partager son expérience, donc, et de s'engager, de dire comme je vais m'informer, merci de me l'avoir dit, je vais m'informer davantage, puis je vais tout faire pour que ça n'arrive plus, et de respecter l'autre et de faire preuve d'empathie. Également pour, pas perdre le lien de confiance qu'on peut avoir créé avec cette personne-là aussi dans vos échanges. Ouais. Si je peux ajouter, est-ce que oui, vas-y. Ouais. Oui, puis après ça, je vais répondre à une question que j'ai reçue. Là. OK. Ben, c'est que souvent aussi, une des réactions que les gens ont quand elles se font dire qu'elles ont commis une microagression, c'est d'essayer de se transformer en victime, en disant comme, par exemple, bon, on peut plus rien dire, ou de se confondre en excuses plus finies, qui en finissent plus, puis qui augmentent en fait le niveau d'inconfort de la situation. Souvent, juste faire « Oh, OK, oui, je m'excuse », passer à autre chose tout de suite, en essayant de changer, comme Mireille le disait, les choses, c'est souvent mieux que de faire oh mon Dieu, mais là, je ne savais pas, puis là, c'est parce que. Puis d'essayer de devenir la victime. Il ne faut pas se victimiser. Exactement, tout à fait. Je vais répondre à la question que j'ai reçue en privé, comme je vous dis, et ça va être notre dernière intervention. Après, on va devoir quitter, étant donné qu'on a dépassé quand même pas mal de temps. Donc, une personne qui m'a demandé cliniquement comment est-ce qu'on fait pour soutenir une personne qui a vécu une microagression. Donc, si on parle cliniquement parlant, bien évidemment, tout le monde a des rôles, peu importe quand on fait de l'intervention ou de la clinique ou de la thérapie. On a tous des rôles et ça peut être déjà d'offrir du soutien à la personne, de valider les émotions et de ne pas minimiser ce que la personne a vécu. C'est toujours très important parce que oui, l'agression est peut-être vue et semble banale, mais les effets ne le sont pas. Donc, déjà de reconnaître ça quand on parle de microagression, c'est extrêmement important quand on offre du soutien aux personnes qui les ont vécues. Et je pense que la réparation, quand on vit une certaine forme de violence, est vraiment importante dans le processus de guérison, si je peux le nommer comme ça. Donc, la réparation, souvent en tant que personne qui font de la clinique ou de l'intervention, on n'a pas accès à cette réparation-là, dans le sens que on ne peut pas encourager nécessairement la personne à entrer en contact avec la personne qui l'a micro-agressé. Mais nous, notre côté, de réfléchir avec la personne, de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux avec ce qui s'est passé. Et la prochaine fois, comment est-ce que tu peux nommer les choses si tu ressens le besoin de le faire ou qu'est-ce qui pourrait te soutenir dans excusez-moi, dans ces moments-là. Parce que des microagressions, tout le monde en vit. En tout cas, pratiquement, là,
pratiquement toutes les personnes qui vivent une certaine forme de marginalisation ou de minorisation vont avoir vécu au minimum une microagression au courant de leur vie. Et je pense que chez nous, la façon dont ce qu'on préconise, c'est vraiment la validation du vécu et des sentiments par rapport à cette microagression-là. Et de reconnaître que c'est une forme de violence et qu'elle est tout aussi importante que n'importe quelle autre forme. Donc, finalement, on vous encourage vraiment, je vous ai parlé rapidement d'Alix, c'est de la clinique juridique tout à l'heure, mais les microagressions font partie de violences vécues. Donc, si vous en vivez, si vous avez envie de les partager et que ce soit et de le faire dans un endroit où vous n'avez pas nécessairement à dévoiler votre identité, sur Alix, vous pouvez donc déclarer de façon anonyme et confidentielle un vécu. Je vous encourage vraiment à aller voir le formulaire, même si vous le remplissez pas au complet, donc de voir à peu près qu'est-ce qui est fait sur notre plateforme. Et si vous avez des questions au niveau juridique en lien avec une violence que vous avez vécue, la clinique juridique est gratuite. Vous laissez un message au numéro que vous trouvez ici, qui est aussi sur notre site web. Et merci vraiment beaucoup de votre attention et de votre participation. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça avec Guillaume. Ça a fait que c'était bien plus intéressant de vous lire et de jaser avec vous autres. Donc, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Guillaume. Merci. Ben oui, effectivement. Merci, ça me fait j'étais full content d'être là avec vous. Puis vous avez, comme Mireille l'a dit, super bien participé. Donc, ça a vraiment rendu la formation dynamique et ça a fait une conversation full enrichissante.